Député, la parole est à monsieur Jean-Marie Tétart du groupe UMP pour 5 minutes. Monsieur le député, vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Madame la Ministre, vous présentez la loi du 20 mars 2012 comme inadaptée au défi de la crise du logement. Mais cette crise du logement est telle, vous le savez bien, qu'aucun dispositif n'est jamais totalement inutile. Aucun de ceux qui sont déjà déployés et aucun de ceux que vous proposerez de développer ne peuvent prétendre résoudre la totalité du problème. Il est bien évident que la loi du 20 mars 2012 ne voulait répondre ni aux exigences d'encadrement de l'évolution des loyers, ni à l'insuffisance de logements locatifs sociaux, ni à la mise à disposition du foncier en quantité suffisante, et ni même à la maîtrise des coûts de construction. Comme beaucoup d'élus locaux, en fin mars, début avril, je me suis dit que cette loi était sans doute redondante. Redondante avec la majoration possible déjà existante de 20% des droits à construire, ou aux surmajorations en cas de logement social ou en cas de prise en compte environnementale. Il existe cependant des situations où la loi du 20 mars trouve toute son utilité parce que les majorations existantes sont insuffisantes ou inadaptées. On ne parle en effet que de la pénurie de logements, sans souligner suffisamment par ailleurs la nécessité de tout mettre en œuvre pour que les logements existants puissent s'adapter à l'évolution de la famille. En période de crise économique, cette adaptation est encore plus indispensable. Elle est indispensable pour garder plus longtemps à la maison les enfants majeurs qui ne peuvent s'assumer seuls. Elle est indispensable pour ramener à la maison une fille ou un fils divorcé avec ses enfants. Elle est indispensable pour rapprocher au plus près un parent touché par la maladie ou ne pouvant rester seul. Ce sont la plupart du temps des situations non programmables. Elles conduisent dans des délais courts à transformer un garage en logement, à rajouter une aile à la maison, à rehausser un pavillon existant, toutes situations auxquelles les maires ne peuvent répondre. Dans les cas de parcelles trop petites avec des costes trop faibles, qui sont d'ailleurs souvent le résultat de divisions récentes, dans des cas d'habitat dense sans COS, mais avec des règles de gabarit ou de prospects trop exigeantes. Alors ces situations conduisent, nous le savons tous, nous qui sommes souvent élus locaux dans de petits villages, un certain nombre de propriétaires à faire des travaux sans autorisation, non pas dans une démarche spéculative, mais simplement pour adapter leur logement aux nécessités de la famille. Certes, pour répondre à ces situations, il faut faire évoluer les PLU, avoir des réflexions abouties sur l'identification des zones pavillonnaires, des tissus périphériques. Mais ce sont là des processus longs, non compatibles avec les exigences d'adaptation d'un logement aux contraintes de la famille. Et nous savons par expérience, peu de collectivités vont se lancer dans des modifications ou des révisions de documents d'urbanisme dans les mois qui précèdent les élections locales. Alors certes, vous allez une nouvelle fois supprimer une loi promulguée avant votre arrivée aux commandes de l'État. Mais en attendant ces incontournables réflexions sur les conditions de densification de la ville, comment allez-vous répondre à ces familles qui ne trouvaient pas dans la loi du 20 mars un quelconque effet d'aubaine, mais une réponse possible à court terme à leurs problèmes, à ces familles qui souhaitaient faire sur place le parcours résidentiel qui accompagne toute vie? Cette fois, vous avez fort heureusement indiqué que toute majoration née de l'application du 20 mars et en vigueur à la date de la promulgation des lois en discussion aujourd'hui s'appliquerait jusqu'au 1er janvier 2016. Mais pourquoi s'arrêter à ces situations et ne pas aussi retenir les communes qui, en toute bonne foi, ont engagé une étude et présenteront une note au public après la promulgation de votre loi d'abrogation, mais dans les délais prévus par la loi, soit avant le 20 septembre. Ce sont justement ces communes qui souhaitent, après étude, n'appliquer la loi que sur une partie de leur territoire, pour justement donner de la souplesse pour l'évolution de l'habitat existant, pour donner des possibilités d'adaptation à l'évolution de leurs occupants. Et même si elles n'étaient que quelques-unes, il faut respecter la volonté et la démarche. C'est le sens de l'amendement que je présenterai un peu plus tard. L'évolution de l'habitat existant pour l'adapter à l'évolution de la cellule familiale est une question centrale qui touche à la nécessité de densifier la ville, ces zones d'habitat pavillonnaire, qui permet aussi d'atténuer les conséquences de la crise économique sur les familles. Cette question mérite d'en définir l'accompagnement réglementaire, fiscal et économique.
J'espère, Madame la Ministre, que vous y apporterez toute l'attention nécessaire. J'espère que vous ne la renverrez pas au bon soin d'un colloque ou d'une conférence que le gouvernement a maintenant l'habitude de proposer comme réponse aux problèmes rencontrés. Je ne suis pourtant pas optimiste et c'est pourquoi je ne soutiendrai pas votre projet de loi.